moi j'aime les histoires, j'aime les écrire et j'aime les histoires des autres en fait. Et tu as raconté une super histoire, alors moi je suis toujours très impressionnée par les femmes dirigeantes. J'ai toujours voulu faire du business. Quand on fait des RH, on fait jamais de business. Quand on fait du business, on fait des RH toute la journée. Ça, c'est le grand truc de ma vie depuis 30 ans. Donc, te croiser a été, oui, c'était très impressionnant. Et en fait, moi, j'ai cherché tout de suite quand je rencontre finalement des partenaires, qu'on peut appeler des prestataires, je cherche toujours en quoi ça fait écho à mon environnement du moment. On est quand même dans un univers de cadre. Ça va hyper vite, c'est hyper brutal comme secteur d'activité. Ils n'ont pas de temps, ça ne les intéresse pas. Pas toujours de ce principe-là. Je ne vais pas chercher la partie physique, je vais chercher la partie émotionnelle. Parce que qu'est-ce qui intéresse chez les promoteurs, ce serait la même chose chez PwC. C'est qu'on est dans la charge mentale en fait. Comment je leur donne envie? Ils n'ont pas le temps, etc. Je fais ça sous forme de conférence. 11h30, 14h, on a le temps, tout le monde vient et tout le monde vient. Et donc je mélange aussi, je mélange des assistantes, je mélange des comptables, je mélange des cadres dirigeants, tout le monde. Ça a eu un succès. J'ai envie de te poser la question, toi qui as connu le bien avant Covid, le pendant Covid et l'après Covid aux manettes des ressources humaines, qu'est-ce qui a changé dans les entreprises en matière de besoins des salariés, en matière de démarche dans les RH, dans la responsabilité sociale et environnementale? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que quelque chose a changé déjà? Et qu'est-ce qui a changé et comment? Moi, je ne date pas ça depuis le Covid. Moi, je date ça de 2008. La crise des subprimes, l'arrivée des fonds, la déliquescence du lien au travail entre les salariés et l'entreprise. Parce qu'à ce moment-là, plus encore qu'avant, dans n'importe quelle boîte où on parle d'engagement toute la journée, les gens s'engagent, ils vivent dans des boîtes 20 ans, 30 ans, et puis un jour on leur dit maintenant, en fait, ça va s'arrêter. Parce que aux États-Unis, ailleurs, il y a un actionnaire qui a décidé qu'on ferme le site. Et donc donc moi c'est 2008. Mais en fait c'est bien avant. Parce que 2004 à peu près, de mémoire, sort le livre sur le harcèlement. Il y a une journaliste qui sort un bouquin sur le harcèlement en entreprise. Vous ne savez pas? Commençait à arriver la notion de stress. Moi je me souviens devant les partenaires sociaux, je dis non, on va pas parler de stress, on va parler de bien-être. Et il jetait le truc à la tête, non. Ça s'appelle du stress au travail. Donc ça date d'avant, pas spécialement le Covid. Moi je date d'il y a 20 ans. Donc l'histoire d'il y a 20 ans, c'est comment je recrée ou comment j'engage mes salariés en ayant un discours authentique, de respect, le dialogue social, tout ça. Puis après, les conditions de travail, ça date encore en avant. Les CHSCT ont disparu. Donc c'est vieux tout ça. Donc la notion de conditions de travail, sécurité, on l'abordait sous l'angle de taux de gravité, taux de fréquence des accidents de travail, mais en réalité, c'est vachement vieux tous ces sujets. Les gens décrochent les étoiles pour un merci, pour un regard dans les yeux. Vous soyez ouvrier au SMIC, vous soyez cadre dirigeant, ça marche pareil. Une fois qu'on a compris ça, là, vous savez faire de l'RH. Parce que le fond du sujet, c'est celui-là. Voilà. Et donc si on revient à qu'est-ce que c'est que la qualité de vie au travail, eh bien ça parle de ça, ça parle aussi de cette charge, prendre soin de soi, prendre soin des autres, et je regarde la personne dans ce qu'elle est, donc encore une fois, elle est différente, alors je les mets pas dans l'ordre, mais on est jeune ou vieux, on est femme ou homme, on vient d'avoir un enfant ou pas, on a eu un cancer, on est ouvrier ou pas ouvrier, on est divorcé, on a des problèmes avec ses enfants, on a tout ça dans la vie de l'entreprise, et donc il est important quand on est DRH de segmenter. Et l'offre de liste, peut-être elle peut marcher pour certaines populations, à l'instant T, pas pour tout le monde, et c'est ok avec ça. Et elle a un autre intérêt en revanche, qui est tout l'inverse, c'est qu'en fait elle peut être collective. Et comment j'adresse l'équité? L'équité toute la journée quand même. Et le télétravail est un bon exemple. Voilà, donc je reviens à la question qui était qu'est-ce qui se passe avant et après le Covid? Bon, rien de plus que ce que vous savez, le taux d'absentéisme est passé de à peu près 3 à 4,5. Voilà, on a un saut de 50%. Les jeunes sont particulièrement touchés, on n'a jamais eu autant de burn-out. Un truc nouveau. Alors tout est burn-out, comme tout est résilience, comme tout est harcèlement aujourd'hui. Donc la question c'est qu'est-ce que c'est vraiment que le burn-out? Et surtout comment on en revient. Voilà. Et ça rejoint en fait le burn-out, c'est tout ce qui est les risques psychosociaux. Donc oui, les risques psychosociaux c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qui a changé aussi? C'est la loi. 2020 devait être prête avant, mais on introduit quand même la notion de conditions de travail, de QVT, d'en parler, de négocier sur le sujet.
c'est nouveau, ou ça revient, parce que c'était le cas avec les CHSCT. Et puis maintenant, c'est inscrit dans le code du travail. Toujours la même offre, mais je ne l'écris pas de la même façon. Une politique RH, c'est toujours une politique RH. Hein. Vous recrutez, vous attirez, vous recrutez, vous formez, vous licenciez, vous faites évoluer. Pour commencer, vous formez. Donc on a toujours les mêmes protocoles. Dans les environnements dans lesquels on est, dans le contexte dans lequel on est, dans le climat social dans lequel on est, on ne va pas utiliser et mettre en mouvement les compétences ou le protocole de la même façon. Bon, c'est pareil pour vous. On a tous une façon d'agir qui finalement la grande différence c'est l'urgence aussi, c'est le deuxième thème. Tout est urgent. Hein. Alors c'était déjà avant le Covid, hein, le tout de suite, il y a des bouquins qui sont sortis sur le tout de suite. Les réseaux sociaux, tout de suite. Hein. Moi aussi j'adore la réponse pour une question, j'adore avoir la réponse dans la journée. Moi j'essaye de répondre dans la journée. Mes équipes RH, j'avais toujours 48 heures de répondre à un client interne, un salarié, un dirigeant, on lui dit je sais pas, on lui dit je sais pas. Je trouve que le jour où la SNCF a découvert qu'en disant aux clients vous allez louper la finale de la Coupe du Monde de foot où joue la France parce qu'on est arrêté d'un pampa à 6h du soir et ça va durer 4 heures, ça va pas changer, on va toujours louper la finale. Néanmoins, on peut penser qu'on aura baissé un peu la charge parce qu'on sait ce qui se passe. Voilà, c'est le sujet, savoir ce qui se passe. Donc ça c'est le sujet du tout de suite qui a aussi donc forcément crée du stress supplémentaire, très certainement. Il y a le sujet des compétences. Moi, je fais le lien direct, observer. Je n'ai pas de stats là-dessus. Il faut en faire d'ailleurs. Entre l'inadéquation entre les compétences et les attendus de poste aujourd'hui et la charge mentale. Voilà. Et nombre de fois où en fait, vous apercevez qu'il y a des gens qui font des burn-out parce qu'à un moment donné, ils sont décalés. Alors ils bossent comme des fous, ils sont très engagés, parce que justement, plus personne, eux-mêmes, et l'entreprise, et leurs patrons, mais eux-mêmes n'entendent pas d'ailleurs, se poser 2 minutes, quels sont les attendus du poste. Et après Covid, c'est quoi? J'attends plus la même chose qu'avant. Et j'ai pas vu qu'en fait mon poste, on ne m'attendait plus au même endroit. Donc je continue à pédaler, je cours, je prends un peu de chemin. Et j'ai pas vu. Donc il y a une part d'insuffisance professionnelle dans les burn-out et après les gens reviennent. Puis ils imaginent, alors j'ai un exemple en tête, immédiat il y a 15 jours. Et on revient, on va reprendre son poste comme d'hab. Sauf que le train continue à avancer. Voilà. Donc il y a cette notion du tout de suite. Il y a le télétravail bien sûr, hein, qui est une révolution extraordinaire, qui était plus rapide que de digitaliser les formations. C'est une vraie révolution en fait. Hein. Et voilà, on n'a pas tous les bons locaux, donc j'imagine que pour vous c'est un boulevard aussi. Hein. Et en même temps, évidemment, il y a ce malaise, c'est qu'on sort plus, on se sédentarise. Hein. Alors déjà qu'on savait qu'on allait grossir à cause des trottinettes et de l'alimentation, mais alors là, ça ne va pas nous aider. Hein. Donc là aussi, vous avez un terrain de jeu extraordinaire. J'ai un sujet qui est prendre soin de soi. Moi, j'essaie toujours de trouver une ligne directrice. Faire du marketing dans notre métier. Élément de langage, très important pour donner du sens. On cherche du sens toute la journée. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi, j'ai des réponses télétravail quand je suis en capacité de faire du télétravail. Quand je ne suis pas en capacité, je prends soin de moi. Je ne vais jamais chez le kiné, je ne vais jamais chez le médecin. Quand je suis ouvrier en général, il y a beaucoup d'hommes, mais aussi des femmes, elles n'ont pas le temps. Chez UVCA, il y avait une société industrielle qui s'appelle Daily France, beaucoup de femmes qui sont dans la viennoiserie surgelée, debout toute la journée. Voilà, on leur dit une semaine sur 2, les horaires c'est le week-end. Ah ben non, finalement, au lieu de commencer à 11h, tu vas démarrer à 21h. Garde d'enfants, non, on n'en parle même pas. Donc toute cette population, comment j'adresse prendre soin de soi? Et Yogi, c'est une réponse. C'est pas parce que je prends pas Yogi que je ne prendrai pas Yogi. Il faut trouver la bonne accroche et au bon moment. Chez Epner, on est dans le transport, logistique, prendre soin de soi. Je cherche avec un de mes collaborateurs, trouve-moi un truc nouveau sur le prendre soin de soi, qui soit pas comme d'habitude les TMS, les machins, etc. Et il trouve un réseau d'ostéopathes. Vous êtes en réseau, ça c'est vachement important. On va revenir sur les opportunités. Il trouve un réseau d'ostéopathes et on crée un système où il y aura pour les ouvriers, donc il y a le télétravail d'un côté et il y a pour tous les ouvriers une consultation, un quart d'heure. Je viens si je veux, c'est gratuit, au temps de pause et je viens, voilà, on me palpe un peu, tout mal au dos, forcément. Bon.
et préconisation pour une séance d'ostéo. Et ils sont revenus. C'est super bien. Comment convaincre un dirigeant ou un DRH de prendre Yogis? En fait, moi j'irais ailleurs. La question, c'est pas le DRH ou le dirigeant toujours, c'est le décideur. Et qui est le décideur? Et parfois le décideur, il est le directeur de l'usine de Châlons-en-Champagne ou d'Avignon. C'est lui qui a son entité, il a 50, 100 personnes, il a des problèmes de turnover, d'absenté, donc il livre pas ses clients lui. Ou il n'arrive pas à sortir ses pains au chocolat, ou ce que vous voulez, ou ses pièces de rechange, ou tout ce que vous voulez. Il n'arrive pas. Donc c'est lui qui a le problème, c'est pas le DRH ou le dirigeant. Et donc parfois commencer par lui. Et lui il n'a pas forcément les budgets, mais il va être un prescripteur. Ou alors il aura un budget, et il va dire on fait un test. Donc c'est le décideur qu'il faut trouver. Qui est ce décideur et avec quel langage il est à l'aise? Voilà. En comité de direction, on parle pas il n'y a pas de taux de qualité de vie au travail, ça n'existe pas. C'est un ensemble d'éléments qu'on a marketés, on appelle ça comme ça. Moi, j'appelle jamais par ces termes marketing, parce que c'est pas un terme utilisé dans l'entreprise. Be well at work ou work well, be well comme on veut, ça marche bien dans les sièges sociaux. Une boîte franco-française, elle veut pas utiliser des termes que j'ai pas compris. Ils sont compris par personne. Donc c'est important, c'est vraiment important de segmenter et de savoir à qui on s'adresse. C'est quoi le principal obstacle qui peut empêcher un DRH de prendre Yogis ou une autre démarche d'ailleurs? Qu'est-ce qui peut l'en empêcher? Le ou les principaux obstacles? Les budgets, ça se fait, les années fiscales, elles sont souvent entre le 1er juillet et le 30 juin, ou souvent entre le 1er janvier et le 31 décembre. Donc pour arriver maintenant, pour la saison d'après. Le prix, pourquoi? Parce qu'il y a plein d'autres choses en fait à faire. Donc les budgets, souvent ces budgets-là, c'est pas les plus gros budgets, on met des budgets en formation. Et encore, comme beaucoup dans l'univers industriel, il y a beaucoup de formations obligatoires. Donc il y a des budgets formation. Il n'y a pas de budget qualité de vie au travail partout. Donc les semaines de la qualité de vie au travail, par exemple, ça c'est nouveau, ça se développe, ça c'est vraiment important. Donc, de plus en plus, les sociétés développent un petit budget sur ce sujet-là. Donc le coût, parce que vous, il faut que vous gagnez votre vie avec, et le coût pour l'entreprise parce que j'ai un effet test et après je veux le mettre à grande échelle. Donc quand je mets à grande échelle, ça finit par coûter. Donc il faut accepter que ce soit au début que peut-être sur un test d'un site ou d'une équipe, ou voilà. Et on a des croyances, chacun. Donc on dit le yoga, il faut avoir une tenue de yoga et donc un tapis. Un espace pour des tapis. Donc il y a aussi faire tomber des croyances. Et c'est vrai que c'est l'avantage de Yogis. Donc je dirais que c'est le coût et puis la concurrence. Vous êtes en concurrence avec tous les acteurs du corps. Vous êtes aussi en concurrence avec ce côté intime où il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire sur le lieu de travail en fait. Ou avec l'entreprise. Et une grande opportunité parce qu'en fait tout est histoire d'équilibre. Il n'y a pas de... Et comme il y a aussi ce sujet-là du regard de l'autre, quand on est dans des activités comme cela, comme la sophrologie et tout, et bien effectivement, ça peut jouer. Voilà. Alors là, tu nous as donné les obstacles. On s'en doutait un peu, vous les connaissiez, vous les avez peut-être expérimentés. Au contraire, c'est quoi l'argument pour convaincre? Toi ou d'autres d'ailleurs. Tu as, je sais pas, Blandine qui va en rendez-vous. C'est quoi l'argument qui va te faire mouche, qui va te convaincre? Qu'est-ce qui me fait réagir? L'expérientiel. Une démo, un test. Ouais. Moi, je réagis à ça parce que c'est très visuel. Moi, ce qui me fait réagir, c'est quand je te vois en vidéo, tu mets le MEDEF à terre, plié en deux. Je dis, mais waouh! Moi, je cherche les waouh! Pourquoi? Parce que l'énergie que je vais avoir dans le partage, je vais la transmettre, cette énergie, à mes interlocuteurs. Une fois, on est dans la prescription. Voilà. Donc moi, je réagis à l'expérientiel. Et puis à l'écoute, c'est-à-dire vendre, m'expliquer que c'est vachement bien, etc. Ok. Mais en fait, moi, en permanence, quand j'écoute tout, je me dis, mais je garde quoi? Je prends quoi? Ça connecte comment avec mes... Moi, j'ai en tête des personnes de l'entreprise, ce qui marche pas, le dirigeant, comment ça va connecter. Donc, je suis déjà dans l'après, en fait. Si j'arrive pas à connecter, ça peut être intéressant, mais je trouve pas l'angle. Ça veut pas dire que ça se fera pas. Mais pas là, pas maintenant, c'est trop tôt. Ça, c'est un obstacle et c'est une opportunité, c'est le temps. Il faut donner du temps au test.
du temps pour revenir, du temps pour jamais se perdre de vue. Parce que c'est long, les espaces de carrière, et puis les environnements. On n'aurait jamais imaginé le Covid, on n'aurait jamais imaginé le télétravail, si on n'avait pas été connecté avant. Donc le temps permet d'accélérer en fait, c'est un peu idiot. Et plus on prend son temps, plus on a la capacité d'accélérer en fait.